Alors, si Jacques est là, on a Jacques et Frédéric, on va commencer. Bienvenue à tous au J2 du vrai Ségur de la santé. Changement de programme, enfin changement de configuration. On rentre un peu maintenant dans des groupes de travail, si on peut dire. Hier, c'était la session inaugurale, on était très nombreux. Aujourd'hui, on est moins nombreux comme orateurs. Avec vraiment, je demande à Frédéric et à Jacques qui est arrivé, quand je vais vous passer la parole, il faut vraiment essayer de faire de ces auditions des laboratoires d'idées. On doit se positionner en ingénieur de la santé. On est des ingénieurs et on fabrique ce qui doit être le mieux pour la suite et pour demain. Le constat, on est tous d'accord. Alors, on n'est pas obligé d'avoir tous des solutions. Auquel cas, c'est pas grave. On peut se contenter dans ces cas-là de dire, bah voilà, on a tel problème, on n'a pas de solution. Et je trouve que Frédéric, si tu seras d'accord avec moi, ce serait assez élégant qu'on entame cette audition avec Jacques Sub, qui est un usager de la santé. Monsieur Sub, il est 12h19, vous avez un quart d'heure, et comme ça nous laissera du temps pour après. Sauf qu'en fait, oui, c'est ça, vous avez un quart d'heure, 15 minutes. Si vous m'entendez, je vous passe la parole. Alors, non, si vous m'entendez, vous prenez la parole, monsieur Sub. Alors, je vous vois, vous êtes épinglé. Voilà, je vous vois. Oui, enchanté. Et je vous entends. Donc, je vous laisse la parole. Jacques Sub, je vous présente juste. Jacques Sub est un usager, un patient à qui, je crois, pour qui la question santé est importante. Et il a accepté démarché par le chirurgien Thomas Brosset. Je me demande même si ce n'est pas votre chirurgien. Il a accepté l'idée de venir présenter sa vision. Donc, en fait, monsieur Sub, aujourd'hui, l'objet, pour vous, c'est qu'est-ce que ça doit être un système de santé idéal, et c'est vrai que essayer de nous apporter des solutions. Il y a un deuxième item aujourd'hui, c'est le lien ville-hôpital. Peut-être que sur cet item-là, vous aurez aussi des choses à nous dire. Maintenant, je me tais et je vous laisse parler. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Bon, donc oui, effectivement, c'est le docteur chirurgien Thomas Brosset qui m'a fait découvrir le collectif Santé en danger et son objectif. Et c'est spontanément que Donc là, je vous entends plus. Antoinette est là, super. Par tout ce qui touche à la participation du public et des citoyens à la vie publique. Donc, pour moi, la santé, le système de santé idéal, déjà, c'est un système de santé qui est égalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une santé pour les riches, une santé pour les pauvres, une santé pour les gens de la ville et de la capitale en particulier, et les gens au milieu de la montagne perdus loin de tout. Donc, ça, c'est le premier objectif. Ce qui veut dire qu'il faut que chaque citoyen sur notre territoire puisse accéder à des services équitable, ou tout au moins avec un intermédiaire qui lui permet d'aller vers un service de santé équitable. Ça c'est le premier objectif. Qui rejoint évidemment cette idée-là, c'est de pouvoir accéder à un service de santé, c'est-à-dire accéder à des professionnels de santé. Et aujourd'hui, il est malheureux de constater que la situation est très difficile. Moi, j'habite ce qu'on appelle en zone rurale, mais enfin quand même. On a perdu Jacques ou on a perdu Jacques, Myriam, tu me confirmes? Oui, on a perdu Jacques, il n'est plus là. Il y a dû avoir un problème de connexion. Donc, oui. Jacques était en train de nous parler. Donc, je rappelle pour les gens qui nous rejoignent, c'est la deuxième audition du vrai Ségur de la santé. Les thèmes aujourd'hui, c'est le lien ville-hôpital. Et c'était dans les yeux de Jacques, patient, dans les yeux de Frédéric Pain, médecin généraliste, et dans les yeux d'Antoinette Tranchida, qui, je pense, nous a rejoints. Comment mieux faire le lien ville-hôpital? Plus largement, quelles sont les recettes d'un vrai bon système de santé? Ni plus ni moins, en moins d'une heure, voilà, avec beaucoup de légèreté. Alors, le temps qu'on récupère Jacques, sauf s'il est revenu, le temps qu'on récupère Jacques, je vais passer la parole. On fait les polis, on va être élégant. Frédéric, je vais passer la parole à Antoinette. D'accord. Antoinette, tu es là?
Je suis là. Bon, Antoinette, excuse-nous pour le cafouillage technique et les mauvais liens. Si j'ai ma responsabilité, de t'engager, je te prie de m'excuser. Antoinette, tu es responsable d'un syndicat d'infirmières libérales. Donc, Ouais. toi, la ville, tu connais bien. Et souvent, en ville, il y a des gens qui viennent de l'hôpital. On aimerait te donner la parole. Alors, soit tu nous fais un topo en une fois de 15 minutes, soit on fait 3 fois 5 et on fait un tour de table. Ça peut être sympa aussi, 3 fois 5. Hein. Jacques est revenu, donc comme Jacques tu est veux. revenu. Alors, on va retourner la parole à Jacques. Ensuite, on écoutera Antoinette et ensuite Frédéric. Voilà, Monsieur Sub, on vous écoute. J'ai été coupé, je ne sais ni pourquoi ni comment. Plus d'image, plus de son. Donc, je disais que la corollaire du service offert à tous, c'est évidemment un service existant partout. Et donc, même avec moi, une grande ville de 100 000 habitants à moins d'une heure de voiture, on n'a pas tous les spécialistes, on n'a pas tous les services. Et quand on les a, c'est avec des délais de rendez-vous sur un IRM, par exemple, c'est un délai de 2 mois. Bon, c'est grave parce qu'on sait que sur, par exemple, les problèmes d'orthopédie, l'IRM, c'est un bon moyen déjà de détecter la lésion, quoi. Et donc, c'est autant de temps perdu et autant de douleurs accumulées par le patient. Bon, donc ça veut dire, Monsieur Sub, pour synthétiser votre premier propos, c'est on doit se débrouiller pour permettre une offre de soins partout sur le territoire de manière égalitaire, d'une part, et d'autre part, cette offre de soins-là, elle doit être facile, fluide et rapide. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? Oui, tout à fait. Et ce qui est désolant pour le patient, c'est de constater d'abord que l'existant est en train de disparaître, même en termes de médecins généralistes. Et au fil des départs à la retraite, il n'y a pas le remplacement. Et surtout de constater aussi que pour l'île de proximité qui peut assurer la prestation, c'est-à-dire pour moi, par exemple, on va dire, j'ai rien sur Avignon, donc je pourrais dire, bien à Marseille, je vais trouver. Non, Marseille, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que il faut aller à Aix. Parce qu'à Aix, c'est une ville étudiante, c'est une ville dynamique, c'est une ville où il y a des spectacles, de la culture. Et aujourd'hui, il faut bien constater que les spécialistes qui s'installent vont, là, familialement, ils vont pouvoir vivre heureux. Je crois que nous avons de nouveau perdu Jacques. Sentiment qu'on a des petits. Alors, c'est pas grave, Jacques il va revenir. On va passer la parole à Antoinette. Antoinette, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au vrai Ségur de la santé. Tu es responsable d'un syndicat qui s'appelle l'ONSIL. Le vrai Ségur de la santé, nous, on est une association, on n'est pas politique, on n'est pas des syndicats, mais les syndicats sont nos amis. Parce qu'en fait, vous avez l'expertise, vous avez l'antériorité. Et puis, comme si un jour on décroche des accords de loi d'amélioration pour les infirmières libérales, c'est vous qui irez signer et c'est surtout pas nous. Donc forcément, nous, comme Antoinette, tu le sais bien, on communique ensemble depuis quasiment le premier jour du collectif. Et il n'est pas question de vous gêner dans vos histoires. Nous, on se veut être aidants. Alors, sur ces thématiques-là, Antoinette, en ayant pour obsession le changer, faire mieux, changer demain, je t'écoute. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement présidente d'un syndicat d'infirmiers libéraux, donc qui malheureusement n'est plus représentatif auprès de la CNAM, mais qui reste présent au sein de l'Union nationale des professions libérales, donc qui fait quand même porter sa voix par un autre biais. Effectivement, aujourd'hui, on rencontre de grandes difficultés parce qu'on est face à un autisme de nos tutelles qui ne veulent pas voir l'évidence. Le désert médical, la désertification médicale qui au début s'appliquait aux campagnes s'applique aujourd'hui en ville. Et en fait, il n'y a vraiment que les tutelles pour ne pas le constater. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Qu'on habite en ville, à la montagne ou à la campagne, on n'a plus accès aux médecins traitants. Ça, c'est un fait, c'est acté. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, ce qu'on nous propose comme alternative, ce sont des téléconsultations chez le pharmacien, dans une cabine chez un tel. Bref, pas de choses réelles. Pour nous, une santé idéale, alors, il faut s'appuyer sur l'existant. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un réseau de 140 000 infirmiers libéraux qui maillent tout le territoire, nuit et jour, 7 jours sur 7, et qui va vraiment jusqu'au fin fond des montagnes et des campagnes. Il faut savoir que les infirmiers libéraux à la montagne ont effectivement des périodes
aléatoires de travail qui sont conditionnés effectivement aux vacances, mais qui, tout le reste de l'année, vont soigner les gens qui sont dans les coteaux isolés et où il n'y a plus de médecins depuis déjà bien longtemps. Donc déjà, la première constatation, c'est qu'on ne s'appuie pas sur ce lien qui existe, ce maillage qui existe, puisqu'on a commencé il y a déjà 2 ans et demi par plafonner les indemnités, enfin le nombre de kilomètres rémunérés pour les infirmiers libéraux. Donc déjà, ça va à contresens de sauvegarder l'accès aux soins dans tous les territoires. Donc ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est qu'on est face à une suprématie. Alors là, ça n'a rien d'une attaque personnelle, mais d'une académie de médecine oui, on a une suprématie médicale qui voit d'un très mauvais œil l'extension des compétences des infirmiers. Alors d'abord, je voudrais dire une chose très importante. Qu'on travaille à l'hôpital ou qu'on travaille en ville, on a déjà le même diplôme. C'est-à-dire que les soins qui se pratiquent en ville se pratiquent également à l'hôpital. Alors, bien évidemment qu'on ne va pas faire de la réanimation, bien qu'il y ait des gens qui soient sous respirateur et qui soient en ville, parce que quand vous souffrez ce qu'on appelle la maladie de Charcot et que vous avez besoin d'un respirateur, c'est bien chez vous que vous êtes soigné, ce n'est pas à l'hôpital. Mais ceci dit, donc on a le même diplôme. Et ce diplôme, eh bien, en fait, il a toute son autonomie à l'hôpital, c'est-à-dire que les infirmiers ont tout un panel de soins qu'ils ont la possibilité de faire sans que le médecin n'ait donné son accord préalable, comme aller faire des soins d'hygiène, faire de la prévention d'escarres, soigner une escarre, soigner un ulcère, bref. Et tout ce qui relève de la prescription reste de la prescription. En ville, quel que soit l'acte que l'on fait, on est soumis à une prescription. Alors effectivement, on peut faire des vaccins, mais il faut bien reconnaître que la pandémie, elle est exceptionnelle, qu'elle ne va pas durer et que la majorité des gens qui sont soignés à domicile n'ont pas juste besoin d'un vaccin. Ensuite, Arnaud, tu disais que les gens de l'hôpital allaient en ville. Mais moi, je prendrais le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'au départ, les gens sont à domicile et ils vont à l'hôpital parce qu'à domicile, il se passe un certain nombre de choses qui va les conduire inexorablement à l'hôpital. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir l'accès qui soit inscrit en tant qu'acteur de premier recours, au même titre qu'on va voir son pharmacien, on va acheter une boîte de Doliprane où on a mal à la gorge. Eh bien, nous, on aimerait que les infirmiers libéraux soient sollicités sur le même niveau. C'est-à-dire que vous vous blessez, vous faites une blessure bénigne, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre médecin traitant, vous pourriez très bien faire appel à une infirmière qui viendrait vous prodiguer les premiers soins, facturerait son passage. Antoinette, oui. Pour bien comprendre, ce que tu racontes là, oui. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, tout est prescrit en ville. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, aujourd'hui, tu n'as pas le droit, quand tu es infirmière libérale, d'aller faire un pansement de plaie chez un patient qui s'est fait une plaie en bricolant? Comme une personne âgée qui, par exemple, s'est fait une dermabrasion, non. En principe, il me faut une prescription. Et si la personne veut être remboursée, il faut la prescription. Donc aujourd'hui, tous les actes que l'on fait… Attends, Antoinette, c'est pour t'embêter, mais c'est constructif. Oui, je t'en prie. Comment… Alors, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une augmentation de prérogative. Alors, ça s'appelle juste une reconnaissance de ce qu'on fait déjà. D'accord, ok. Voilà. Comment ça, si demain on est président de la République et qu'on veut l'instaurer, à quel endroit on doit jouer? On doit changer votre statut? Comment ça s'appelle si on veut le rendre efficient? Alors, si on veut le rendre efficient, on inscrit la consultation infirmière de premier recours pour les soins non urgents. D'accord. Dans le code de la santé. Consultation infirmière de premier recours. D'accord. Pour les soins non urgents, on est bien d'accord. Hein. Il ne s'agit pas d'aller à la place du SAMU, des pompiers ou de SOS médecins. Ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment libérer du temps médical pour le médecin qui n'a pas forcément le temps d'aller voir cette petite mamie qui s'est fait mal parce qu'elle s'est accrochée à une chaise, par exemple. Et c'est aussi éviter qu'on appelle SOS médecin à tout bout de champ ou que les gens, parce qu'ils sont tombés et qu'ils se sont fait une petite plaie, finissent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'infirmier, parce que personne n'est passé. Nous, on est capable d'intervenir et d'agir. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on refuse de le faire parce qu'on n'est pas rémunéré et que notre responsabilité pour le moment n'est pas dégagée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça de nous-mêmes dire tiens, je vais venir vous soigner comme ça. Non. Antoinette, est-ce que objectivement, alors ma question elle n'est pas facile, hein, mais il manque de médecins partout. On est d'accord là-dessus. Les déserts médicaux en fait n'est pas plus personne.
est-ce que toi, tu penses, avec ta vision un peu générale du problème, que ça peut être un gain de temps médical indirect? C'est indéniable. Ça l'est déjà, en fait. Indéniable. D'accord. Ça l'est déjà, Oui, ça sauf l'est que déjà. ça n'est pas reconnu. Donc là, D'accord. bien évidemment que si on ne reconnaît cette possibilité d'être dans le carnet, dans l'agenda des personnes qui ont besoin, et qui savent faire la différence entre appeler les pompiers parce que j'ai fait une chute et que j'ai perdu connaissance, ou parce que je suis une personne âgée et que mon infirmière vient, mettons, une fois par semaine ou une fois par mois me faire une prise de sang et que je sais que je peux l'appeler parce que je me suis blessée, bien évidemment qu'on va libérer du temps médical aux médecins qui n'en peuvent plus, ça c'est clair, hein, parce que c'est de la bobologie, et ça fait partie de nos prérogatives à l'hôpital. C'est-à-dire qu'une infirmière, un patient qui se présente aux urgences et qui a une petite blessure, l'infirmière va faire les soins, elle ne va pas attendre que le médecin passe. Le médecin va intervenir si effectivement il y a un doigt coupé pour aller vérifier si le tendon est sectionné ou pas. Je veux dire, on a tout un tas de soins comme ça que l'on pourrait faire à domicile, mais pour lesquels on a un frein de nos administrations. D'accord. Parce qu'on raisonne toujours en termes de coûts. Antoinette, tu as dit, j'ai bien aimé le début de ton propos, et je dois te dire que c'est quelque chose, c'est assez étonnant pour moi, je dois te dire, parce que nous, vraies figures de la santé, on veut faire table rase et reconstruire. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui disent, attends, excuse-moi 2 secondes, oui, Raph, je suis toujours joint. Il y a beaucoup de gens qui disent, et toi, j'ai été au téléphone avec Guy Valencion ce matin, on a bien échangé. Ouais. Il m'a dit, il faut déjà reposer sur l'existant. C'est marrant quand même. Hein, parce que non mais tu reconnaîtras quand même que c'est marrant parce que l'existant, on ne fait que un peu entre guillemets crier ses insuffisances. Et finalement, quand on veut améliorer les choses, on dit bon, reposons sur l'existant. Donc ma question c'est, attention, si moi demain je fabrique la consultation de premier recours infirmier. Après, tu me diras où vous en êtes, si vous avez déjà demandé ça. Vous, les infirmiers libéraux, vous êtes en capacité de le faire? Ou alors, dans 6 mois, vous êtes dans la rue avec des manifestations en disant on nous demande de faire la consultation de premier recours, mais on n'est pas assez nombreux. Tu vois? Alors, on est assez nombreux. Je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Castex ce week-end, quand il a fait l'honneur, en fait, il a fait tous les hommages aux auxiliaires de vie en disant qu'il y avait 200 000 auxiliaires de vie qui œuvraient à domicile. C'est vrai, on ne peut pas se passer des auxiliaires de vie, mais on ne peut pas dire que le maintien à domicile repose uniquement sur les auxiliaires de vie. Le maintien à domicile repose d'abord sur les infirmiers libéraux parce que le premier hôpital de France, ça reste le domicile et que la majorité des gens, et là on parle en millions de personnes par jour, sont soignés à domicile et pas dans les hôpitaux. Donc, il faut effectivement se reposer sur ce qui existe, mieux le coordonner et surtout reconnaître les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un déni de nos compétences. On arrive toujours en 2e ou 3e position, voire en 5e, qui est la position la plus dégueulasse, puisque c'est la 5e roue du carrosse, en fait. Souvent, l'infirmier, c'est un peu la variable d'ajustement. Hein. Antoinette, oui. Une petite question. Ma question n'est pas perfide. Hein. C'est parce que je raisonne à tout ce que tu dis. Par contre, on ne peut pas compter sur vous entre 22h et 8h du matin quand même. Eh bien, c'est faux. Parce qu'il y a des cabinets qui tournent la nuit. Pas de partout. Mais par exemple, sur l'Isère, on a une grosse population d'handicapés qui nécessite effectivement des soins de nuit et on a plusieurs cabinets infirmiers qui tournent toute la nuit. Donc, dire que les infirmiers… On va prendre un exemple tout simple. Je prends en charge une perfusion, d'accord? J'avais quelqu'un comme ça qui était en hospitalisation à domicile et qui avait une nutrition et je vous assure à tous, je rentrais chez moi, je sortais de chez elle, c'était 11h, d'accord? Le temps que je rentre et que je me couche, à minuit, le téléphone sonnait parce que la pompe sonnait. Et à minuit, je me rhabillais et je retournais là-bas. Il faut savoir que quand on s'engage à prendre des soins qui nécessitent une surveillance 24 heures sur 24, c'est dans notre code de déontologie et c'est dans le code de la santé publique, on est tenu de répondre si on appelle. Mais Antoinette, ma question, elle était encore un peu plus précise. Moi, je fais du SAMU, enfin du SMUR, du SAMU, de la régulation médicale. Est-ce qu'on ne devrait pas, du coup, rajouter certains cabinets d'infirmiers libéraux dans l'offre de soins disponibles la nuit, déclenchables parfois par le SAMU? Et premièrement, est-ce que c'est un truc envisageable? Deuxièmement, est-ce que ça existe?
Alors, c'est marrant parce que je travaille beaucoup avec l'hôpital de Grenoble en ce moment et on est justement en train de travailler sur la pré- et la post-hospitalisation. D'accord? Avec l'idée, effectivement, ça serait de revenir à un planning de garde volontaire et qu'il y ait des infirmiers qui s'inscrivent autant la journée que la nuit, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de cabinets de nuit, mais il y a aussi beaucoup de cabinets de nuit sur Chambéry. Je pense que sur Lyon aussi, il y a tout un tas d'endroits où il y a énormément d'infirmiers de nuit qui travaillent, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas organiser justement la prise en charge de ces patients la nuit, puisque ces infirmiers sont là pour ça. Ils ne sont pas juste là pour faire des soins chroniques, ils sont aussi là pour répondre à l'urgence. Quelqu'un qui sort de l'hôpital à 2 heures du matin et qui a besoin d'une perf en urgence, un cabinet de nuit, s'il est bel et bien installé dans le secteur, va pouvoir intervenir et prendre le relais, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose de… Antoinette, c'est passionnant. J'ai le sentiment qu'on pourrait faire une session qu'avec toi. C'est vraiment passionnant et probablement qu'il faudra accélérer. Moi, je retiens accès aux soins, je retiens consultation de premier recours, je retiens gain de temps médical potentiel. Si tu le veux bien, je vais passer la parole à Frédéric pour pouvoir ensuite reprendre un peu Jacques Sub qui a été écourté, puis comme ça, on pourra conclure tous ensemble. Alors, Frédéric, tu vois, on a abordé, Frédéric Pain, médecin généraliste dans la Manche. On a abordé là, en fait, la réalité du terrain. Il y a Jacques Sub qui a dit, de toute façon, l'accès aux soins, c'est pas partout. Et tout à l'heure, il a commenté, il a dit, encore faut-il que l'existant existe. Et c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, Frédéric, tu vois, Frédéric, la question que je voudrais me poser, ah, excusez-moi, oui. Vous pouvez me rappeler dans 20 minutes? Merci. La question que Frédéric, je voudrais te poser comme ça, en 10 minutes, Frédéric, qu'on puisse repasser la parole après à Jacques et que Frédéric aussi puisse conclure. La question que je voudrais poser, c'est, toi, tu es médecin généraliste. Bon, nous, on est à l'hôpital, il y a des gens qui se font opérer et qui retournent en ville. Je sais que là, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois avoir le compte-rendu de ce qui s'est fait à l'hôpital. Moi, j'ai aussi un problème, parce que le lien hôpital-ville, c'est dans tous les deux sens. Quand le malade arrive à l'hôpital, j'ai parfois du mal à avoir la liste de ses médicaments et de ses antécédents. Le malade a été opéré, rentre chez lui, puis on lui dit, de toute façon, après, vous allez voir votre médecin généraliste. Et là, alors là, c'est une banque très riche de problèmes potentiels. Comment fluidifier, Frédéric, le lien entre l'hôpital et la ville dans les deux sens? Comment on peut, en raisonnant comme angle de vue la sécurité de la prise en charge et du patient? Je te laisse te présenter et démarrer. Oui. Et moi, je peux te poser des questions pour te relancer. Ouais, n'hésite pas. Oui, donc Frédéric Pain, je suis médecin généraliste à Saint-Lô, dans la préfecture de la Manche, qui est une petite ville à mi-distance entre le Mont-Saint-Michel et Cherbourg. Alors ouais, la sortie d'hospitalisation, c'est vrai que c'est un écueil important. Parce qu'en fait, les gens ressortent souvent dans la nature. Et pour le coup, c'est l'infirmière libérale, dans sa grande majorité des cas, qui se retrouve avec le problème. Parce que, et je ne parle pas des sorties le vendredi soir, parce que là, c'est la catastrophe, mais les sorties en semaine, souvent les gens sortent l'après-midi, en fin d'après-midi. Les patients sont paumés parce qu'ils ont l'ordonnance de sortie de l'hôpital, ils récupèrent leur ancienne ordonnance de leur médecin, ils mélangent tout, ils ne savent plus quoi faire, ils appellent leur médecin qui est là ou qui n'est pas là. Au final, ils arrivent plus souvent à joindre l'infirmière libérale, qui est appelée à la rescousse, qui est toujours là, qui va, et puis qui se retrouve devant un problème parce qu'elle n'a pas été prévenue de la sortie, et c'est pas toujours que le patient a été opéré, de quoi il a été opéré. Et puis on se retrouve avec des ordonnances, on ne sait pas trop quoi faire, l'infirmière a du mal à joindre le médecin. Bon bref, je pense que le truc le plus simple, c'est absolument que, c'est pas compliqué, c'est que la sortie, qu'il faudrait que et le médecin et l'infirmière libérale qui va être concernée soient absolument prévenus de la sortie du patient. Parce qu'en fait, il y a trop de patients qui sortent sans qu'on soit prévenus, on leur dit d'appeler le médecin traitant, effectivement, c'est la bonne démarche. Mais Frédéric, si je peux me permettre, je t'interromps parce que j'ai une idée, enfin une logique, mais je crois que c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. En fait, il faut une sortie physique. Il faut une sortie physique du patient vers lui. Mais clairement, au lieu d'appeler son infirmière libérale, son médecin généraliste, il faut une sortie numérique. C'est-à-dire qu'en fait, toi, sans même être au courant par le patient directement,
tu dois être alerté par SMS, WhatsApp, Snapchat, Messenger, n'importe quoi, de la sortie d'un patient, avec en fait une ordonnance numérique qui a été modifiée par les médecins qui ont pris en charge le malade, qui se sont appuyés sur la base d'une ordonnance qui était celle du docteur Pain que le patient avait. Mais comme la dose de Lazilix, elle a été modifiée puis qu'on a rajouté du bisoprolol, toi, tu arrives avec ton ordonnance numérique et le patient, on lui demande rien. En fait, le gros problème, c'est que ce soit à l'hôpital ou quand il retourne chez lui après, on demande trop aux patients. Voilà, Il faut arrêter ça. Faut arrêter. Moi, je crois que l'avenir, alors, je vois des petits messages passer, ça existe déjà, ça existe déjà. Alors, si ça existe aussi bien que les logiciels informatiques dans les hôpitaux, je vous rassure, il y en a autant de différents. Voilà. Moi, je pense que, et je rends la parole tout de suite, le patient, il ne faut rien lui demander. Je vais vous raconter une anecdote de ce matin. Il y a une maman qui est arrivée furieuse ce matin. Bon, j'espère que je n'aurai pas de problème d'en parler là, mais comme je m'en suis occupé, ce n'est pas grave. Son fils de 25 ans a été opéré d'une rupture du tendon d'Achille ou de rotulien, je ne sais plus, samedi en urgence. Elle est arrivée vendredi soir aux urgences. Dimanche, on lui dit, vous pouvez partir. Donc là, il y a un bug. Elle part sans aucun document. Elle appelle le secrétariat lundi. On lui dit, oui, les documents arrivent. En fait, elle n'a rien eu. Mardi, aujourd'hui, elle se pointe. Je peux te dire qu'elle est tombée face à moi. Alors, moi j'ai réussi à éteindre le feu tout de suite. Mais on a ensuite été voir la directrice pour lui expliquer le dysfonctionnement majeur. Donc, en fait, si tu veux, oui, la lettre de liaison, on sait très bien que le compte-rendu opératoire du chirurgien, par exemple, ou de la lettre de compte-rendu d'un cardiologue, par exemple, elle ne peut pas être immédiate. Mais quand même, que le patient, il ait des supports numériques fiables et décidés par le médecin à partir du moment où on autorise la sortie, moi, je pense qu'il faut mettre à jour une ordonnance numérique via une application iPhone ou je ne sais quoi, n'importe, parce que tout le monde n'a pas d'iPhone ou de smartphone. Et oui, dossier médical, j'espère que c'est ça qu'ils ont prévu, qu'en fait, le soignant, que le patient, lui, il n'est pas inquiété de ça et qu'il sache qu'au moment où il sort, son infirmière libérale, son médecin généraliste sont connectés. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si ça existe déjà, tant mieux. Moi, perso, j'ai jamais vu ça, hein, mais tant mieux. Je te rends la parole, Frédéric. Ouais, Antoinette, juste après. Tu as tout à fait raison, parce que c'est déjà très complexe. En fait, c'est parfois complexe, mais effectivement, il ne faut plus que le patient gère ça, parce que moi, j'ai beaucoup de patients âgés, et effectivement, plus ils sont âgés, plus c'est compliqué pour eux, et on comprend qu'ils soient paumés, parce qu'il y a même des gens très jeunes et très bien cortiqués qui sont complètement paumés. Donc, plus ils sont âgés, pire c'est. Donc, effectivement, il y a des fois, moi, ça revient à ce que tu dis, j'aurais envie qu'on leur ait rien donné, quoi, qu'ils aient rien dans les mains, parce qu'en fait, ils paniquent avec ça, ils vont voir le pharmacien, il y a le pharmacien aussi qui est souvent embêté avec ça. Hein. Donc, effectivement, il faudrait que ça soit transmis, dans l'idéal, directement probablement de l'hôpital au pharmacien, et qu'après, le pharmacien, lui, contacte au moins le médecin et l'infirmière. Mais c'est sûr qu'il faudrait, c'est un peu bizarre, mais il faudrait squeezer le patient là-dedans. Alors, évidemment, on va nous dire qu'il faut que le patient soit acteur de sa santé et tout ça, mais moi, je pense que pour l'histoire de l'ordonnance, il faudrait voilà, que le patient, effectivement, n'ait rien à faire avec ça. Donc ça, c'est… Je pense écoute, on a quand même des gens qui ont fabriqué des vaccins en application. Enfin, c'est quand même… Pourquoi on n'a pas tous notre QR code ordonnance, notre QR code dossier médical? Tant mieux si c'est mis en route, mais enfin, c'est quand même bien tard. Frédéric, je crois que Jacques… Antoinette, ne t'impatiente pas. Hein. Je crois que Jacques est revenu. Et là, on parle de l'usager. J'aimerais bien avoir son avis. Monsieur Sub, vous nous entendez? Oui, tout ce que j'ai entendu, effectivement, il y a des professionnels qui peuvent ou qui ne peuvent pas, qui veulent ou qui ne veulent pas assurer ce qu'attend le patient, ce dont a besoin le patient. Et finalement, on retombe toujours au même point. C'est le patient, le centre. C'est le patient qui est au cœur du débat. Et… Oui, mais est-ce que vous acceptez quand je dis quelque chose, quand Frédéric qui est médecin généraliste, moi qui suis anesthésiste, Antoinette, on aura son avis juste après, est-ce que ça vous choque quand je dis qu'on devrait trouver des outils qui court-circuitent le patient, dans le bon sens du terme, hein, qui le dédouanent de garder ses papiers comme ça, et qui parfois les personnes âgées, moi je les connais bien, c'est parfois un facteur de stress de ne pas oublier l'ordonnance. Est-ce que ça vous choque, ça a des formules numériques? Tout à fait, mais qu'il y ait un lien direct numérisé entre tous les professionnels de santé par rapport à un patient, bien sûr,
Mais il ne faut pas que le patient soit exclu du système non plus. Non. Aujourd'hui, si on veut contacter, par exemple, son médecin généraliste, il y a un numéro d'appel, mais ce n'est pas lui qui répond au téléphone, c'est sa secrétaire. Donc, on entend, c'est le lundi matin, le mardi après-midi, jamais le mercredi parce qu'elle est petite, pas le vendredi non plus parce que c'est le week-end. Donc, finalement, on arrive à joindre personne au téléphone. Alors, sur l'ordonnance, on trouve une adresse email où on envoie un message et là, le retour est immédiat. C'est une adresse email de professionnel à laquelle le particulier ne peut pas écrire à son médecin. Donc, si on n'est pas… Moi, j'ai eu cette chance, enfin, notre famille a eu cette chance-là depuis 30 ans que notre médecin de famille soit notre ami. Donc, on savait le joindre, peu importe, y compris par l'intermédiaire de son épouse. Mais aujourd'hui, il est parti à la retraite. Aujourd'hui, on se retrouve comme tout le monde. Si on a, je dirais, une inquiétude, une urgence, une incompréhension, 2 heures, comme vous disiez, docteur, 2 ordonnances qui se cumulent et qui font qu'on se gratte un peu le bras, on se dit, tiens, est-ce que ça ne vient pas à cause de ça? On aimerait pouvoir contacter l'un ou l'autre et on n'y arrive pas. Il n'y a aucun moyen. Antoinette, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Alors, je surveille le temps parce que ouais, en fait, ce sujet est passionnant. Parce que là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est un peu au cœur du problème. Là, on touche du doigt le nœud de ce qui pourrit la vie des usagers, des soignants, sur quand même, je pense, la grande majorité du choix en France. Là, on est vraiment dans la matrice. Vas-y, Antoinette, parce que je surveille l'heure. Je pense qu'on a commencé à 12h20. Je voudrais que les gens du staff ils me confirment que le Zoom ne va pas s'arrêter à 12h15, à 13h15, qu'on puisse aller jusqu'à 12h20. Antoinette, je te rends la parole. Alors oui, je pense qu'effectivement, le problème de la sortie, c'est un vrai problème. Moi, ce que j'ai constaté, alors je vais prendre le département de l'Isère, on a l'hôpital qui a son propre réseau de messagerie pour les patients, pour les soignants. Ensuite, on a la région qui a mis en place le réseau pour les médecins de ville et les soignants. Donc, en fait, je pense que d'abord, il faut harmoniser les outils numériques. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'étais à la pharmacie, effectivement, avec mon DMP, elle est arrivée à voir que j'avais eu telle prescription à tel endroit. Et je pense qu'il faut déjà qu'on harmonise les outils, c'est-à-dire qu'on ait un point de convergence sur un outil en se disant, via cet outil, je peux récupérer des ordonnances, je peux poser des questions à des médecins, je peux récupérer des comptes rendus et tout arrive en temps et heure. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de diversification des outils numériques, qu'au moins ils soient régionaux en fait, au moins régionaux. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans un département avec 3 modes de communication. Oui, ça, mais c'est pas possible. Antoinette, on est obligé à ce moment-là de faire une diagonale directe. Et là, on met le doigt. Je ne pensais pas qu'on parlait de ça aujourd'hui, en fait. Mais c'est très intéressant parce que ça montre bien le jeu de domino. Antoinette, tu le sais sûrement. Chaque hôpital a un logiciel différent. Donc, si tu veux, quand on parle d'harmoniser la ville, et moi, tu sais, quand tu dis au moins régionaliser, oui, ce serait le minimum, mais il est quand même impensable. Écoute, Antoinette, je vais répondre des conneries, hein, mais on a tous Facebook. On a tous Instagram. Donc, en fait, manifestement, sur des applications ludiques de loisirs, on est capable de se mettre d'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas des applications qui font autorité sur ce sujet-là et avec le même schéma d'autorité scientifique, enfin d'autorité d'organisation, tous les hôpitaux n'auraient pas le même logiciel d'informatique médicale. Tu sais qu'il faut savoir, tu sais qu'Antoinette, enfin, c'est pour tout le monde que je raconte ça, hein, Jacques, sachez que je travaille à Hénin-Beaumont. Quand je veux transférer un patient à Lens, à un quart d'heure, hein, je suis obligé d'imprimer 30 pages. Voilà. Parce que Lens, je ne peux pas lui envoyer un lien vers son dossier informatisé. Je ne peux pas lui faire un truc connexe numérique. Ben non, on repart de zéro. Donc, en fait, il y a eu dans ce pays, je pense, un énorme scandale sur l'informatisation des établissements de santé. Les gens n'ont fait n'importe quoi. Il faut savoir, Jacques, je prends Jacques à témoin parce que Jacques, c'est notre patient et on paye des impôts. Jacques en paye, j'en paye aussi. On a payé des milliards et des milliards dans des conditions complètement non organisées, un peu comme la réforme de la santé, vous voyez la réforme des études de santé, n'importe quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un puzzle qui est impossible à faire puisque des trucs, ça ne correspond pas. Donc moi, je pense que quand même, il faut faire un reset total. Il faut avoir le courage de dire, on a fait des conneries. Ça me fait penser à Ségolène Royal qui avait construit des portiques là, pour les routiers qu'on n'a jamais utilisés. Ça avait coûté cher, ça. Mais on peut faire pareil. On peut dire, on s'est trompé.
on s'est trompé. Aujourd'hui, on a des smartphones, on a Guillaume Rosier, là, celui qui fait Covid Tracker. On a des mecs quand même qui sont puissants, même des Français, sont capables. Il faut un truc qui permette de sécuriser, fluidifier et synthétiser. Puis alors, enfin, ça fera l'objet de notre audition, mais quand on sait aussi toute la charge administrative, voilà, je te rends la parole, Antoinette, excuse-moi. Et pour donc rebondir encore sur le lien ville-hôpital, donc sur l'hôpital de Grenoble, donc avec qui je travaille, nous, on a proposé des téléconsultations de retour à domicile quand c'est nécessaire. Alors, on ne parle pas du ménisque avec 10 jours d'anticoagulants. On parle de situations complexes pour lesquelles on aurait la possibilité de faire une téléconsultation avec le service d'où il sort, pour qu'on sache pourquoi. Mais si on arrivait à harmoniser les outils numériques et qu'effectivement, comme dit Monsieur Pin, on a bien le compte-rendu du patient en temps et heure et qu'on peut s'organiser. Parce que le problème qu'on a à domicile aussi, c'est que des fois, on réceptionne des gens, d'accord ? Et en fait, on se rend compte qu'ils ont besoin d'auxiliaires de vie, qu'ils ont besoin de portage de repas, qu'ils ont besoin d'une infirmière matin et soir, 3 fois par jour. Et tout ça n'a pas été prévu. Et qu'on dit aux gens, ben, vous sortez, vous appelez votre infirmière. Alors, on a des services qui font leur travail, hein, qui appellent effectivement les infirmiers libéraux pour savoir si on peut prendre en charge tel ou tel patient pour tel soin. Mais globalement, les gens rentrent chez eux, effectivement, ils sont seuls au monde. Hein. Et quand je dis seul au monde, il n'y a pas l'infirmière qui l'après-midi. Hein. Bien sûr, Antoinette, toi, regarde, je vais te raconter une anecdote. Je pense qu'il y a des bonnes idées à droite à gauche. Tu vois, que je prends au SMUR, j'étais garde au SMUR samedi soir. Alors, au SMUR, on ne fait plus de papier de feuilles de SMUR à la main. En fait, on a une tablette. On a une tablette dans laquelle on rentre notre intervention, les données, le traitement. Excusez-moi. Ouais. J'arrive. On a une tablette, etc. On rentre les données, l'histoire de la maladie, les traitements qu'on a fait pendant l'intervention SMUR, et on est censé bien rentrer le traitement du patient. On le dépose en cardiologie. Il n'y a plus de papier. Tu sais ce qu'on donne ? Tu connais ce truc-là ? On donne un lien. On donne un lien Internet. Et on dit au médecin, cliquez sur le lien et vous aurez tout. Mais enfin, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Explique-moi pourquoi, quand le patient, quand Jacques, il sort de la clinique de Thomas Brosset, le chirurgien qui valide la sortie, il envoie un SMS automatique à Frédéric. Frédéric, il clique sur le lien et il a tout. Ça paraît tellement évident. C'est pour ça que, heureusement que le vrai Ségur de la santé, il existe, hein, parce qu'ils font des grosses bêtises hein, maintenant. Donc, il faut qu'on les aide. Voilà. Peut-être que je repasse la parole à tu voulais dire une autre chose, Antoinette ? Juste, oui, en fait, je crois que le problème de notre pays, c'est de faire reset, en fait. C'est-à-dire de dire, bon, ben là, c'est pas bon, on ne s'obstine pas et on change de direction. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui caractérise bien notre société aujourd'hui. On se trompe, mais non, comme on a commencé, eh bien, on continue dans cette voie. Et ça, c'est vraiment dommageable pour le patient et pour les soignants, parce qu'il y a une lassitude chez les soignants qui sera délétère. Oui, reset, un bon slogan, je suis d'accord avec Sylvie. C'est délétère pour le patient, c'est délétère pour le soignant et c'est délétère pour notre santé à tous, en fait. Merci, Antoinette. Je redonne la parole à Jacques qui voulait parler, puis après, ce sera Frédéric. Oui, merci. Ce que disait Antoinette, sur ce sujet-là, c'est la même chose qu'on retrouve quasiment sur tous les sujets de société. On vit dans une société où il est rentré dans les mœurs qu'il faut attendre que ça ne marche pas bien pour que les gens se plaignent, les gens manifestent, éventuellement gravement, physiquement, enfin en faisant grève, pour qu'on nous raconte qu'on prend en compte le problème. En réalité, parce que je trempe, je vous disais, dans la vie participative, dans la vie du public, des citoyens, il y a une grosse anomalie. La première anomalie que tout le monde constate et que tout le monde comprend et met en évidence, c'est que nos dirigeants, quels qu'ils soient, lorsqu'ils prennent une décision, ont le droit de se tromper, ont le droit de ne pas avoir eu tous les éléments pour bien décider, ou les éléments ont changé, la situation a changé. Mais quel que soit le sujet, à aucun moment, celui qui prend une décision ne prend la peine de venir voir, de venir contrôler, de mesurer si sa décision est acceptable, est applicable et est efficace. Et ça, c'est… Jacques, alors que, comme vous le savez sûrement, alors qu'on demande aux soignants, eux, dans l'exercice de leur activité, d'évaluer en permanence, de faire un protocole, puis de refaire un protocole pour évaluer que le protocole il a bien marché. Oui, ce que vous dites là est vraiment intéressant.
Je voudrais passer je vous laisse finir. Allez-y. Une phrase, ce qu'on appelle en management le loop, c'est-à-dire la boucle entre réfléchir, décider, exécuter et contrôler si ce que l'on a exécuté correspond à ce que l'on avait décidé. Et ça, plus au niveau décideur, on va vers le haut, c'est-à-dire que plus on se rapproche du gouvernement, moins c'est fait, voire même pas fait du tout. Voilà. Frédéric, est-ce que Frédéric, hop, mince, alors pourquoi j'arrive pas à donner la parole? Vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez. Ouais, j'ai le micro ou pas là? J'ai le micro ou pas? Pourquoi je vois plus mon micro? J'ai le micro. Frédéric, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, bon, dans les solutions, quand même, dans les solutions, moi, j'étais très intéressé par ce que disait Antoinette sur la délégation de tâches, parce que c'est vrai que les infirmières prennent déjà en charge, même moi, celles qu'on connaît bien, elles prennent en charge un tas de trucs toutes seules, et puis après, en fait, elles me demandent de faire les ordonnances, elles régularisent, on fonctionne comme ça, mais c'est vrai que si c'était formalisé, nomenclaturé, je ne sais pas comment dire, ça serait aussi intelligent, parce que en fait, avec celles que je connais bien, elles le font, elles savent que je vais leur faire les ordonnances derrière et on gagne du temps, plutôt qu'effectivement de m'envoyer tous les patients. Moi, c'est pas que je ne veux pas voir les patients, mais effectivement, je me dis que des fois, je serais plus utile d'avoir certains patients plutôt que de refuser des patients qu'on ne peut pas voir, plutôt que de voir effectivement, entre guillemets, de la bobologie. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être prises en charge par l'infirmière qui saura bien nous dire Oui, le cas échéant, s'il y a une plaie sur 10 qui ne va pas bien, ben, je sais très bien que l'infirmière me l'enverra. Il y a un tas de choses comme ça qui peuvent être faites. Bon, donc D'accord, vous le mettez jeudi à 14h. Et la délégation de tâches, c'est une évidence pour nous soulager, pour libérer du temps pour d'autres patients. Il ne faut pas non plus oublier quand même que on a un problème de nombre quand même en médecine générale, malgré tout, même s'il faut qu'on partage les tâches, ça ne suffira pas le partage de tâches. On n'est plus que 50 000 généralistes au sens du médecin traitant pour 67 millions d'habitants, ça fait 1 sur 1300. Donc, bon, 1 sur 1300, c'est pas énorme. Donc ça, il faut quand même qu'on agisse là-dessus. La fameuse réforme des études de médecine, c'était glorifié, promis d'agir là-dessus, on est loin du compte. Mais il faut vraiment qu'on rattrape le compte qui était promis parce que sinon on n'y arrivera pas. Il faut agir sur plusieurs leviers. Donc le nombre de médecins, c'est une certitude généraliste. Les spécialistes, c'est un autre problème. Je pense que c'est le problème encore plus important. Il y a donc le partage des tâches avec les infirmières. Le problème des équipements aussi. Des équipements, tout à l'heure j'ai entendu M. Sub parler des délais pour les IRM par exemple. Moi je suis dans une région où c'est absolument catastrophique pour avoir des scanners, des IRM. Ça, c'est important. On est quand même un pays il faudra aussi agir, que les pouvoirs publics agissent là-dessus. On a un pays qui est sous-équipé. On a plutôt moins d'IRM par habitant que la Grèce ou le Portugal. Moi, je n'ai rien contre les Grecs et les Portugais, mais je ne suis pas un économiste, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est un pays qui est économiquement un peu plus florissant que la Grèce et le Portugal. Ça me paraît, on a un niveau de vie qui est supérieur. C'est un peu surprenant qu'on ait moins d'IRM par habitant que la Grèce et que le Portugal, par exemple. Donc là, les équipements, c'est important. Il y a un tas de choses sur lesquelles on peut agir comme ça, je pense. Alors, Antoinette, elle est maligne, hein, parce que quand elle n'a pas la parole, elle met un petit mot dans la boîte de discussion qui m'a tout de suite… Non, mais alors, attends. Une petite fourberie d'Antoinette. Les fourberies d'Antoinette, et ça pourrait être un livre, un titre de livre. Non, mais Antoinette, c'est pas une fourberie. Tu as écrit un truc parce que non, mais le truc, c'est que je me suis posé la question tout à l'heure. Quand tu expliquais la consultation de premier recours, comment ça se positionne ça par rapport aux IPA? En fait, vous voulez être des IPA? Attends, alors avant de me répondre, tu me promets d'aller très vite, en 1 minute ou 2, parce que après, on va faire les questions. Explique-moi le lien entre ce que tu dis pour augmenter vos tâches et les IPA, le programme des IPA. Voilà. On t'a perdu. On a perdu Antoinette. On t'entend plus, il y a un problème de réseau. Il y a un problème de réseau, Antoinette. Alors, pendant qu'Antoinette récupère son réseau, le staff, les modérateurs, est-ce que vous avez des questions à poser à Frédéric, Jacques ou Antoinette? Est-ce que quelqu'un a listé les questions? Je voudrais qu'on accorde un quart d'heure aux questions. Il est 13h02, on a un quart d'heure. Myriam, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, Antoinette est revenue. Vas-y, alors Antoinette répond, juste avant que tu répondes. Tu m'entends? Vas-y. Voilà. Donc, c'est très intéressant ce parallèle avec les IPA parce que, alors, moi, je ne suis pas… Antoinette, en 1 minute. Hein. Oui, je ne suis pas contre les IPA, mais les IPA ne doivent pas venir en concurrence de ce que font les infirmiers déjà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de demander aux IPA de faire tout ce que nous, on fait déjà au quotidien.
Et ça, on le vit très mal parce que ça fait 32 ans que je suis en libéral, ça fait 32 ans que je sais comment gérer un INR trop haut, trop bas quand je ne peux pas joindre le médecin, que je sais très bien prendre en charge une plaie non urgente. Et là-dessus, par exemple, je dirais que dans les compétences des infirmiers, on va prendre un exemple tout bête, hein, la petite mamie qui a des brûlures quand elle fait pipi, j'ai besoin d'avoir le médecin pour lui demander de faire une CBU. Et ça, ce n'est pas du ressort ni de l'IPA, ni du médecin. On pourrait très bien dire, ben, on fait la CBU parce qu'on voit bien qu'il y a des signes. Donc, en fait, le problème des IPA, c'est qu'on est en train de miser beaucoup de choses là-dessus. Il faut savoir que la majorité des IPA sont formées à l'hôpital et que quand elles arrivent en ville, elles n'ont pas forcément l'expérience du domicile. D'accord? Parce que ça coûte très, très cher de se former. Donc, pour les IPA, pour certaines compétences, oui, mais se dire qu'on va régler le problème des déserts médicaux en donnant tout ce que nous, on fait au quotidien aux IPA, ben non, ça ne marchera pas. Antoinette, voilà. ça va te plaire, je viens d'avoir une idée géniale. Je pense que vous devez être des terrains de stage pour les IPA, pour les futurs IPA de ville. On devrait. Vous devez être. Et en fait, ce que je trouve très énervant quand je t'écoute, mais ce n'est pas contre toi, tu vas le comprendre tout de suite, c'est pour montrer à Jacques et pour échanger avec Frédéric et les gens qui sont là, c'est qu'en fait, on essaye de vendre des IPA en disant « oui, ça va tout résoudre », alors qu'on ne valorise pas ce qui est déjà fait, en l'occurrence, un équivalent, même si sur le terrain. Et donc, en fait, on en fume tout le monde. Bon, on arrête, on écoute et on va répondre aux questions. Alors, normalement, le staff du vrai Ségur de la Santé a prévu quelqu'un qui a listé des questions, qui va prendre la parole maintenant et qui va poser des questions à nos intervenants. Voilà. Est-ce que… Oui. Ici, la voix. Oui, oui. Ah, ok. Vas-y, Myriam, on t'écoute. Alors, écoute, j'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des questions. Pour l'heure, je n'ai pas de questions. J'ai juste repéré Alvina qui souhaitait intervenir pour expliquer ses outils de communication et par rapport aux prescriptions. D'accord. Si Alors, Alvina veut intervenir. Alvina, il faut que tu t'engages, Alvina, à le faire très vite, en 1 minute, pour pas qu'on reparte dans un topo trop long, pour qu'on puisse quand même faire un tour de table. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis infirmière de formation, coordinatrice d'une CPTS dans le Var. Et on utilise un outil, Arnaud, que tu décris, qui s'appelle Entracte, qui est de la coordination pluriprofessionnelle. Donc, alors, on a des difficultés à connecter… Tu peux nous expliquer ce que c'est? Tu peux nous expliquer? Tout à fait. Donc, c'est un outil où tous les professionnels de ville sont connectés, tous les adhérents à la CPTS, kinés, pharmaciens, médecins, infirmiers, sages-femmes, orthophonistes. On regroupe tout le monde. Quand il y a des demandes de prise en charge, c'est moi qui reçois les appels et je diffuse les demandes en fonction des professions. On a du mal à connecter l'hôpital parce que l'idée, c'est que justement les comptes rendus passent par ce biais-là et que tous les professionnels de la situation se coordonnent autour du patient. Il y a une messagerie sécurisée également et on fait du pluriprofessionnel dessus. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça évite justement tous les documents qui se perdent. Et, Alvina, c'est une démarche et une idée régionale ou c'est diffusé partout en France? Alors, non, c'est pour le moment, il y a quelques CPTS qui utilisent déjà cet outil. Mais attends, je vais te poser des questions bêtes. Tout le monde est dans une CPTS? Tout le monde? Non. Non. Donc, en fait, pour le moment, ce n'est pas exhaustif sur un autre soin. Il y a Frédéric qui va… D'accord. OK. Est-ce que Frédéric, tu voulais dire… Est-ce que Frédéric, tu voulais dire quelque chose à Alvina? Oui, juste rapidement pour répondre à ta question, tout le monde n'est pas dans les CPTS parce que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et les CPTS, ça revient avec ce que j'ai dit hier soir. Moi, on m'a demandé de monter une CPTS pour mon territoire. L'idée de la CPTS, OK, mais le problème, c'est que ce qu'on nous demande de faire en temps de travail, en administratif, c'est colossal. Moi, je ne veux pas, je dis je veux bien intégrer une CPTS, je ne veux pas m'investir dans le montage de ça. J'ai trop de patients, il y a trop de gens qu'on refuse. Moi, je veux soigner des gens. Donc, la CPTS, je veux bien participer, je ne veux pas passer parce que j'ai vu, il y en a une qui a été montée dans le coin, c'est des heures, des jours. Pendant ce temps-là, on ne soigne pas les gens. Moi, ce n'est pas possible. Antoinette? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Donc, les CPTS, eh bien, c'est vraiment l'exemple même de ne pas utiliser l'existant. C'est-à-dire que pour pallier à des problèmes, on a d'abord mis en avant les maisons de santé pluriprofessionnelles.
donc qui ont été appropriés par beaucoup de communes parce que d'un point de vue électoraliste, c'était super d'avoir ça MSP. Il y a plein de MSP qui sont vides avec des locaux inutilisés. Et donc, comme on n'est pas arrivé à faire ce qu'on voulait avec les MSP, donc on fait les CPTS. Il faut savoir que les CPTS sont des coopérations professionnelles de territoires de santé, que donc on fonctionne par territoire et non plus par besoins locaux, même si on peut établir des projets de santé à une population en particulier, mais que les CPTS, il a raison Frédéric, c'est du travail administratif, et en fait, c'est un petit peu comme c'est comme quand on fait de la télétransmission avec l'assurance maladie, et qu'en fait, finalement, c'est nous qui faisons tout, on envoie les papiers. Excusez-moi, expliquez-moi, parce que moi, je ne connais pas, Frédéric, et puis après, on passera la parole à Jacques. Pourquoi il y a, et on regarde, on surveille le chrono, hein. Pourquoi il y a de la charge administrative? C'est incroyable comme le problème administratif est prégnant dans les auditions depuis hier soir. C'est incroyable. Mais parce que c'est en fait, c'est tout le travail administratif a été déporté sur les soignants. C'est-à-dire qu'avant, quand tu envoyais une feuille de soins à la Sécu, tu avais quelqu'un qui la traitait. Aujourd'hui, c'est un scanner qui traite les feuilles qui arrivent. Et en fait, c'est un petit peu pareil pour la CPTS, c'est-à-dire que c'est nous qui nous organisons avec l'aval de l'ARS ou de la Sécu, parce qu'il faut qu'on ait leur aval dans les projets de santé. Et ensuite, ils débloquent de l'argent ou pas. Et en fait, on se rend compte que de l'argent, il en débloque, mais pas tant que ça. Parce que plus la CPTS est grande, on va dire qu'une CPTS pour 250 000 habitants, c'est à peu près 3 € et quelques par an par habitant. C'est-à-dire rien du tout en investissement. Et donc, la CPTS est là, en principe, pour mettre des projets de santé, de prévention et d'éducation. Par exemple, à améliorer l'accès aux soins, mais améliorer l'accès aux médecins traitants. Mais si tu n'as pas de médecin traitant qui s'installe, tu peux faire autant de CPTS que tu veux. Si tu n'as pas l'être humain au milieu de tout ce qu'on fait, on n'y arrivera pas. Donc, en fait, ce sont des projets de santé, des réunions de coordination. Moi, j'ai même mon médecin qui est dans la CPTS où je suis, qui me dit, moi, j'arrête à partir du moment où on m'a dit, vous allez devoir choisir entre les patients qui ont vraiment besoin d'un médecin et ceux qui n'en ont pas trop besoin, parce que vous comprenez, il faut répondre à la demande en soins. Donc, en fait, on leur demande maintenant de choisir aussi. Donc, en fait, c'est un gros outil administratif qui est chronophage. Ce que je vais retenir pour rester positif avant de donner la parole à Jacques, j'ai quand même, en essayant d'être un peu porteur d'espoir, on a le sentiment que peut-être on est encore à l'ère préhistorique, mais ce que vient de nous expliquer Alvina pourrait être quand même porteur d'espoir dans la mesure où ce serait généralisé sans aucune conditionnalité d'être tué d'un point de vue administratif. Non, mais ce que je veux dire, Antoinette, c'est que au-delà des CPTS, tu vois, il y a des gens qui disent, et je suis d'accord avec vous, évidemment qu'il faut un outil national, mais ça veut dire qu'on est capable de le faire. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Et ça ne résout pas le manque de densité, bien sûr. Vas-y, Antoinette, réponds-moi. Non, juste un mot, pour dire qu'Entracte, c'est quelque chose que je connais parce que je suis allée rencontrer celui qui l'a fondé, parce que c'est un outil qui marche très, très bien en Essonne et puis dans un département limitrophe. Le seul problème d'Entracte, c'est qu'il est payant pour les structures et que je pense que Alvina, si elle a du mal avec sa CPTS, c'est parce que l'hôpital ne veut pas payer Entracte. Ah oui, d'accord. Entracte est gratuit pour les libéraux et payant pour les structures. Donc, pour pouvoir avoir effectivement une vraie mise en relation de tous les acteurs, il faut que les structures payent. D'accord. Oui, mais du coup, là, c'est supporté par la CPTS, les frais. Juste pour dire que c'est la CPTS qui finance. Oui, mais pas l'hôpital. C'est-à-dire l'hôpital… on pourrait… Oui, mais justement, ce n'est pas normal. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Jacques et je pense qu'on va s'approcher de la conclusion tout doucement. J'espère, Frédéric, tu auras le temps de faire un petit mot. Quand même, Jacques, moi, ce que j'observe, c'est que et on n'a pas résolu le problème de densité de soignants. Ça, je suis d'accord avec vous. De médecins généralistes, de spécialistes, d'infirmières libérales, même si Antoinette, elle est quand même plutôt rassurante sur ce sujet-là. Quand même, la fluidité, la simplicité, et il n'y a pas rien. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'avec un peu d'effort, on pourrait peut-être quand même diffuser des outils. Et quand même, Jacques, et je vous laisse la parole, qui mieux que les usagers devrait exiger ça pour simplifier leur vie? Et moi, Jacques, il y a un truc qui me sidère, parce que là, on triche. Si vous êtes là aujourd'hui, Jacques, c'est que vous faites partie des patients impliqués et que vous êtes intéressés. Comment vous vous expliquez qu'il y a 70 millions de personnes qui n'ont en fait rien à faire, qui fait que des soignants comme moi,
qui serait là, au lieu d'être en visio avec vous, bon, vous inquiétez pas, mon boulot, je l'ai fait avant, puis je vais le faire après. Mais au lieu de faire ce que je fais, quand même, ça nous ferait gagner du temps. Si les soignants exigeaient de leur gouvernement, de l'organisation de leur pays, de la simplification, c'est quand même incroyable. Je vous laisse la parole, Jacques. Oui, en tant que patient, je ne rajouterai pas grand-chose à ce qui a été dit jusqu'à présent. Ce n'est confirmé parce que, comme je disais tout à l'heure, notre médecin traitant jusqu'à ce jour était aussi un ami. Et je sais que lui, tous les matins, il se levait à 4 heures, parce que de 4 heures à 8 heures, il faisait toute la paperasse. Bon, ça c'est quand même, enfin, je pense que c'est quand même pas normal, quoi. Moi, je le respectais, mais c'est pas normal. Ensuite, les outils informatiques, aujourd'hui, ça ne peut pas être la seule solution parce que c'est oublié trop rapidement que les outils informatiques, il faut avoir les moyens pour ça. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de régions de France où la fibre n'est pas là. Et si la fibre n'est pas installée, le réseau, ce qu'on appelle le réseau cuivre, l'ancien Internet, n'est quasiment plus entretenu. Donc, aussi bien en termes de débit, de capacité à se connecter que de bon fonctionnement, là où il n'y a pas la fibre, ça ne marche pas. Et enfin, je suis conscient que les professionnels ont de l'administratif à faire, des connexions, enfin, du travail de partage, mais à un moment, quand il y a un problème et quand ça coince, la dernière roue de la charrette, c'est le patient. Et c'est le patient qui se débrouille quand il peut, quand il arrive à trouver le correspondant. Et je ne vous parle pas du fait que le seul correspondant facilement accessible, entre guillemets, c'est Amélie, c'est l'assurance santé, où je me demande si ce sont des personnes ou des robots qui répondent. Quand on pose une question, je crois savoir parler et écrire correctement le français, quand on pose une question, il faut la répéter 3 fois et éventuellement avec des mots un peu plus forts. Oui, ça c'est. Une vraie réponse. Oui, donc, alors ça, bon, on va conclure la session qui était vraiment passionnante. Hop là, mince. Hop là, je suis revenu ou pas? Oui, je suis revenu. On va conclure cette session qui est absolument pour moi passionnante et je crois que, mince, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne dois pas être loin. J'ai juste changé mes écrans. Excusez-moi, je cafouille. Cette session, cette audition était vraiment passionnante. Vraiment, je vous remercie. J'ai le sentiment qu'on a mis le doigt sur plein de choses. Là où je vous rejoins, Jacques, et en fait, vous avez parlé du réseau Internet. J'ai cru que vous alliez dire, Arnaud, toutes les personnes ne sont pas capables de manier de l'outil numérique pour pouvoir garantir la sécurité de leur prise en charge. Et là, je suis d'accord avec vous. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, à ce moment-là, l'État devrait se porter garant de la sécurité quand même de prise en charge. C'est-à-dire que si Monsieur Sub, par exemple, il ne sait plus utiliser un ordinateur ou une tablette, c'est à l'État de garantir votre sécurité. Et là, on bascule dans le grand chantier, ce choc de conscience qu'on doit absolument avoir vis-à-vis du grand âge. Je ne dis pas ça pour vous, Jacques, hein. Vous avez l'air très alerte, ne le prenez pas mal, mais sur le chantier de la personne âgée et de ses limites à manier des outils numériques, moi, j'estime que c'est à l'État de pallier ça, comme c'est à l'État de garantir qu'on puisse faire la toilette des gens correctement dans les EHPAD. Et je ne vais pas ouvrir le chapitre des EHPAD aujourd'hui. On a fini. Vraiment, je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté cette table ronde passionnante. Frédéric, merci. Jacques, merci. Antoinette, c'était génial. Vraiment, je vais quand même demander à Jacques, je vais vous repasser la parole. C'est vous qui finirez. Je vais quand même demander si on ne peut pas doubler cette session qui était vraiment passionnante. Allez-y, Jacques, ce sera le mot de la fin. Juste une suggestion pour la suite de vos démarches. Il serait peut-être intéressant de limiter les débats à un sujet bien précis, parce que vous n'allez pas refaire le monde en 1 heure tous les jours. Vous n'y arriverez pas. Si on va y arriver. Non, je sais qu'on n'y arrivera pas, Jacques. Non, Jacques, en fait, je vais vous expliquer. Je pense qu'on n'y arrivera pas, mais on peut donner l'envie de le faire, d'accord? Ou en tout cas montrer que si on se concentre un peu avec des gens concernés qui ont les mains dans le cambouis ou les mains dans la santé, eh bien oui, on peut peut-être faire cette politique du reset dans le bon sens du terme, parce que parfois le grand reset, c'est un peu péjoratif, mais ce reset pour enfin changer la carte mère du logiciel. Je pense que notre système de santé, il est magnifique, mais on arrive au bout du bout, et donc il va falloir beaucoup de moyens. Merci beaucoup à tous.
on clôture cette semaine, cette audition, cette deuxième audition. Je suis très, très fier des échanges. Je pense que les superviseurs qui devaient prendre des notes ne doivent plus savoir où mettre leurs idées et qu'ils ont noirci des pages. Jacques, merci. Vous êtes devenu quand même notre usager référent du Vastigure de la santé et il se peut qu'on ait encore affaire à vous, hein, vous en doutez bien. Merci tout le monde et à très bientôt. Merci à tous. Alors, comment je vais clôturer ça? Hop, quitter. Salut tout le monde.